Bienvenue à une nouvelle leçon du cours pour programmeurs Java intitulé Input Output Java.io. Alors, tout de suite le menu. Nous allons prendre connaissance du paquet Java.io, le flux de données, donc les streams, la sérialisation, ainsi que l'accès au file system. Alors, tout de suite, le paquet Java.io. Alors, comme on l'a déjà vu lors des leçons précédentes, on a défini le paquet Java.lang. Maintenant, il est question de définir le paquet Java.io. Alors, le paquet Java.io, c'est un paquet qui regroupe des classes qui sont indispensables pour la gestion des flux d'entrée et de sortie. Alors, comme vous devez le savoir, tous les programmes ont besoin d'échanger des informations allant d'une source et d'autres informations qu'on doit envoyer à une certaine destination. Alors maintenant, pour gérer tout ça, le paquet Java.io dispose effectivement de classes qui les permettent de gérer ces flux de données d'entrée et de sortie là. Alors maintenant, ces flux de données et de sortie peuvent être de nature différente. Donc ça peut être des fichiers, ça peut être des sockets, ça peut être quelque chose sur le réseau, ça peut être des applications. Alors, de la même façon, la nature des fichiers échangés peuvent être aussi du son, ça peut être du texte, ça peut être des images, ça peut être tout ce que vous voulez. Alors, Java.io. Alors, premièrement, le paquet Java.io, il fournit les fonctionnalités d'entrée et de sortie à travers le flux de données, les streams, la sérialisation, et puis l'accès au file system. Et on va bien sûr expliquer tout de suite le flux et plus tard la sérialisation et l'accès au file system. Alors le flux de données, si vous voulez, c'est une méthode qui va encapsuler un petit peu le processus d'entrée et de sortie ou bien sûr de communication entre les applications, entre les classes, entre tous les éléments qui peuvent être communicatifs au niveau de votre programme. La sérialisation, donc c'est le fait bien sûr de pouvoir regrouper vos données sous forme d'un fichier et de pouvoir les récupérer sous forme de désérialisation. Et l'accès au file system, il vous donne la possibilité bien sûr de pouvoir travailler avec les fichiers système. Alors le flux de données. Alors, les flux de données, en principe, les techniques d'entrée et de sortie ils sont par exemple... Ils ne sont pas un sujet, si vous voulez, très passionnant, mais sans la possibilité de pouvoir dialoguer entre les éléments de votre programme, le programme ne peut pas avoir lieu. Alors, encore une fois, donc le flux, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle aussi un stream, et c'est ce qui permet d'encapsuler les processus d'envoi et de réception, bien sûr, entre différents objets à travers, bien sûr, votre programme. Alors maintenant, il existe plusieurs sortes de flux. Donc on peut retrouver des flux d'entrée et des flux de sortie, donc qui sont, on les travaille avec input stream and output stream. Vous pouvez trouver bien sûr des flux de traitement de caractères, des flux de traitement d'octets et ainsi de suite. Et pour chaque flux, il y a des classes qui allaient gérer les éléments d'entrée et sortie. Alors, flux de données, les streams. Un flux de données, stream, est une source ou destination de données caractérisée par un accès linéaire. Alors en principe, pour pouvoir communiquer entre deux éléments au niveau de votre programme, vous avez besoin de ce flux-là. Et bien sûr, l'accès se fait d'une manière linéaire ou séquentielle. Exemple, la console du système. Un fichier ouvert en lecture. Une socket TCP, et ainsi de suite. Donc vous avez plusieurs possibilités pour pouvoir bien sûr communiquer. Alors le input stream, donc input stream, si vous voulez, c'est une méthode qui allait vous permettre de créer un flux de données, d'accord? Et ce flux-là, bien sûr, vous avez plusieurs classes qui allaient pouvoir vous aider à faire tout ça. Vous avez le byte array input stream, le file input stream, filter input stream, et object input stream, typed input stream, sequence input stream,
and string buffer input stream. Alors tout ça, ce sont des éléments qui allaient vous permettre, bien sûr, éventuellement au niveau de votre programme, de pouvoir gérer votre flux. On va le voir tout à fait à la fin, un exemple concret qui allait illustrer un petit peu certaines commandes dont on a déjà parlé. Output stream cette fois-ci. Alors, output stream, bien sûr, c'est un flux en sortie. Alors, pour ce même flux en sortie, il y a des classes qui existent qui allaient gérer le flux de données en sortie. Alors, vous avez le byte array, output stream, le file output stream, filter output stream, et là j'ouvre une parenthèse parce qu'en principe, les flux, ce sont des filtres. Et on va le voir beaucoup plus loin lorsqu'on aura besoin de travailler avec des caractères. On aura besoin de bufferiser un petit peu les caractères pour pouvoir les traiter paquet par paquet. D'accord? Donc ce qui fait que automatiquement, les flux, si vous voulez, ils jouent le rôle de filtre pour les échanges entre une source et une destination. Object output stream, piped output stream. Alors, reader and writer. Alors, reader and writer, en principe, ce sont les classes abstraites pour la lecture et écriture de streams de caractères. Alors, comme je vous ai déjà expliqué tout à l'heure, c'est que au niveau des flux, vous avez plusieurs possibilités de flux. Donc, il y a le flux d'entrée et le flux de sortie, il y a le flux de caractères, il y a le flux des octets, et ainsi de suite. Tout dépend de quelle manière vous allez travailler. Alors, à présent, on va voir le flux des caractères. Reader and writer. Alors, les classes dérivées illustre les fonctionnalités de façon efficiente sur certains types de streams. Donc maintenant, si vous êtes sûr de pouvoir traiter des caractères, il faut bien sûr créer des flux de caractères et utiliser les classes correspondantes. Buffered Reader and Writer. Alors, lorsqu'il s'agit de travailler avec une chaîne de caractères, il est nécessaire de bufferiser, comme je l'ai déjà expliqué tout à l'heure, cette chaîne de caractères pour pouvoir, dans une mémoire tampon si vous voulez, pour pouvoir traiter ces informations par lot. Donc, toutes les classes sont regroupées dans le package java.io. Char Array Reader and Writer, Input Stream Reader, et ainsi de suite. Alors maintenant, le input stream. Alors là aussi, vous avez des classes ainsi que des arguments que vous pouvez utiliser, des méthodes. Alors, int read, read bytes, skip long, mark and reset, and close. Donc tout ça, ce sont des méthodes qui allaient vous permettre de gérer, bien sûr, ces éléments-là lorsqu'il s'agit d'avoir des input streams ou des flux d'entrée. Output stream, donc les flux de sortie maintenant. Alors, write, c'est les méthodes que vous pouvez utiliser. Write byte avec bien sûr plusieurs attributs. Flash and close. Alors, stream tokenizer. Alors, ce stream tokenizer, en principe, il interprète un flux de caractères en entrée, représenté par un reader, et en le brisant en token. Alors, en le brisant en token, ça veut dire qu'on va le diviser en plusieurs parties. Bien sûr, chaque partie qui sera traitée différemment. Alors, le stream tokenizer, il reconnaît les identificateurs. Il reconnaît les nombres. Il reconnaît les chaînes entre les guillemets et les commentaires. La sérialisation cette fois-ci. Alors pour pouvoir vous expliquer un petit peu la sérialisation, alors la sérialisation des objets sauvegarde des données sous forme d'un fichier. Alors, sous forme d'un fichier de format bien sûr particulier. Et bien sûr, il vous donne la possibilité après de les désérialiser, c'est-à-dire d'avoir la possibilité pour pouvoir ressortir toutes les informations qui ont été enregistrées au niveau de ce fichier-là. Alors, le concept général, c'est la possibilité d'emmagasiner et récupérer des objets Java. Alors bien sûr, lorsque je dis emmagasiner et récupérer les objets Java, c'est de les emmagasiner sous forme d'un fichier de format, bien sûr, particulier. Alors l'examen, bien sûr, du format des données donne un aperçu exact, si vous voulez, du processus permettant de placer des objets dans un flux.
Alors, les objets sont sérialisés dans une stream. Lorsqu'on parle de stream, ça veut dire qu'on parle bien sûr d'un flux, si vous voulez. Deux formes. Vous avez la sérialisation et vous avez la désérialisation. C'est-à-dire que le fait de regrouper tous ces objets au niveau d'un fichier et le fait de récupérer ces objets-là à partir de ce fichier. Alors, sérialisable. C'est une interface qui doit être réalisée par les objets à réaliser, c'est tout à fait normal. Donc on ne peut sérialiser que les objets que vous avez au niveau de votre programme. L'objet sérialisé contient toute l'information nécessaire pour identifier et vérifier sa classe et pour reconstruire l'instance. Parce que maintenant, si vous voulez, c'est comme une sauvegarde que vous allez faire. Alors maintenant, cette sauvegarde-là, elle contient toutes les informations pour pouvoir la restituer chaque fois que vous en avez besoin. Alors maintenant, la désérialisation. Alors c'est une interface qui doit être réalisée par des objets désérialisés et réalise l'interface sérialisable, c'est-à-dire que l'objet désérialisé, il ne peut s'appliquer qu'aux objets qui ont été sérialisés et pas à d'autres objets. Mais l'objet à désérialiser est le seul responsable du format externe de ses contenus. Alors, Object Output, là ce sont des classes pour la sérialisation et pour la désérialisation. C'est une interface qui décrit un conteneur où peuvent être emmagasinés les objets. Donc avec Object Output, vous allez définir, si vous voulez, un fichier où vont être emmagasinées toutes les données ou tous les objets. Write Object, c'est pour pouvoir bien sûr ajouter ces objets-là au niveau de ce fichier. Write In, write float, et ainsi de suite, si vous voulez bien sûr écrire directement des déclarations au niveau bien sûr de votre fichier. Flash, et ainsi de suite. Alors, Object Output Stream, alors l'Object Output Stream, il réalise bien sûr un flux pour pouvoir passer l'information ou pour pouvoir sérialiser des objets au niveau d'un fichier. Il réalise l'interface Object Output, construite à partir d'une output stream. Donc, output stream, vous vous rappelez qu'on a utilisé le input stream et l'output stream, c'est le fait de créer, bien sûr, les flux d'entrée et les flux de sortie. Alors maintenant, lorsqu'on a besoin de sérialiser ou de désérialiser des objets, on utilise aussi des flux. Alors, pour pouvoir l'utiliser, on utilise l'object output stream automatiquement. Donc, on crée un tunnel, si vous voulez, ou un flux qui rejoindra directement les objets au fichier que vous voulez, ou le fichier où tout sera emmagasiné. Object Input, interface qui décrit un conteneur ou peut-être récupérer des objets. Alors là, c'est dans l'autre sens, c'est lorsque vous avez besoin de faire une désérialisation. Alors automatiquement, il faut absolument faire recours à cet Object Input qui va vous désigner directement le fichier à partir duquel on doit désérialiser nos objets. Object Read Object. Alors là, c'est pour pouvoir lire les informations à partir de ce fichier-là. Read Int, Read Float, et ainsi de suite. Donc c'est comme la notion de fichier, si vous êtes programmeur, c'est la notion de fichier en C, en C++, en Pascal, le fait de créer un fichier bien précis où seront regroupés éventuellement vos objets. Alors là aussi, c'est la même chose. Object Input Stream, donc c'est le fait de créer un flux qui allait permettre d'échanger les informations entre le fichier et votre application. Alors réalise l'interface Object Input, construite à partir d'une input stream, c'est-à-dire qu'il va désigner le fichier à partir duquel on va faire une désérialisation, mais bien sûr, pour le faire, il va créer un flux pour pouvoir travailler au niveau de ce flux-là. Alors, accès au file system. Alors, le file, c'est une représentation abstraite du nom et du parcours d'un fichier. Alors maintenant, au niveau de votre programme, vous avez sans doute besoin de travailler avec des fichiers système. Alors, pour pouvoir travailler avec des fichiers système et surtout les file systems, Java vous donne la possibilité, bien sûr, de pouvoir accéder à ces fichiers et de pouvoir les exploiter au niveau de votre programme. Cache les détails dépendants du système d'exploitation. Alors, abstract pathname. Vous avez des préfixes, et là, au niveau du file, c'est votre classe que vous pouvez utiliser. Le parcours, c'est une séquence de noms.
Les opérations se font sur fichier. Donc, en principe, lorsque vous travaillez avec les file systems, c'est tout à fait normal. Vous allez utiliser des fichiers et non pas travailler avec la mémoire. Alors, file descriptor, c'est une classe. C'est une référence opaque qui cache les détails du système d'exploitation à un fichier ouvert. Alors, file descriptor est utilisé pour construire une file input stream ou une file output stream. Alors là aussi, lorsque vous avez besoin de travailler avec des commandes système, Java vous donne la possibilité de créer un flux qui allait vous permettre d'encapsuler tous ces échanges-là entre, bien sûr, le programme et les file systems. Que ce soit des échanges en entrée ou, bien sûr, des échanges en sortie. In, out et error, donc ce sont des séquences que vous pouvez utiliser. Alors, random access file. Alors, random access file, en principe, c'est une classe qui permet de chercher ou d'écrire des données à n'importe quel emplacement d'un fichier bien précis. Alors, rappelez-vous, vous qui êtes programmeur, vous connaissez la fonction random. Random, c'est-à-dire qu'elle vous donne, random par exemple un chiffre, ça veut dire qu'elle peut vous donner un chiffre au hasard, surtout si vous vous donnez par exemple random entre 1 et 50, donc chaque fois que vous faites recours à cette fonction-là, elle va vous donner un chiffre aléatoire de 1 à 50. Là aussi, lorsqu'on parle de random access file, ça veut dire que vous avez accès à un fichier, mais à n'importe où au niveau du fichier. Vous n'avez pas une idée exacte où est-ce que vous allez bien sûr emmagasiner vos informations ou les faire sortir ou pouvoir les exploiter. Donc n'importe où au niveau du fichier là. Alors bien sûr, Random Access File supporte la lecture et l'écriture via bien sûr les méthodes read and write, le positionnement, get file pointer and seek. Alors généralement, le get file pointer, c'est pour pouvoir avoir une idée exacte de l'endroit où vous allez emmagasiner vos informations ou l'endroit à partir duquel vous voulez recevoir vos informations. Alors vous avez la méthode seek. La méthode seek, c'est une méthode qui allait vous permettre de donner par exemple une longueur de caractère. Et ça, on peut le savoir, vous qui êtes programmeur, vous avez peut-être sans doute déjà travaillé avec ça au niveau de langage C ou C++ ou le Pascal. Alors, modification de la longueur, length et set length. Alors, length, c'est pour avoir bien sûr la longueur d'une chaîne de caractères. Et là, c'est très important. Parce que pourquoi? Lorsqu'on a besoin, par exemple, de sortir un nombre bien précis de caractères à partir d'une chaîne de caractères, on a besoin parfois de savoir la longueur d'un caractère. Donc là aussi, vous avez la possibilité, vous avez des classes ainsi que des méthodes qui allaient vous permettre de sortir ces informations-là. Fermeture, close. Alors, les exceptions. Alors là aussi, comme on l'a déjà vu au niveau de plusieurs cours précédemment, les exceptions, ce sont, si vous voulez, les erreurs qui peuvent se produire au niveau de l'exécution de votre programme. Alors ces erreurs-là, donc, on peut les contrer au niveau de Java, c'est-à-dire qu'on peut créer des exceptions, et au niveau de ces exceptions-là, on peut créer des codes qui peuvent capturer ces exceptions-là, et à partir de ces codes-là, on peut sortir des messages d'erreur sans avoir à faire planter la machine ou à faire planter le programme. Parce que vous ne pouvez pas vous imaginer le désagrément que ça peut porter à votre travail. Les exceptions dérivées identifient les anomalies plus précises comme end of file, exception, file not found, exception, et object stream, exception. Alors maintenant, la partie théorique, on vient de la terminer. On va passer à un exemple pratique pour vous montrer un petit peu l'utilisation et l'exploitation des flux ainsi que d'autres éléments du package java.io. Alors sans plus tarder, bien, alors nous allons voir ici un petit programme qui illustre un petit peu ce qu'on a vu au niveau de cette leçon-là. C'est-à-dire que
On va reprendre tout à fait au début. Donc, on a fait une importation du package java.io. Alors, comme je vous l'ai déjà expliqué lors des leçons précédentes, vous avez plusieurs manières de pouvoir invoquer un package. Ou bien, vous allez importer tout le package avec une étoile, ici. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'on a besoin de toutes les classes de ce package-là. Alors, toujours est-il maintenant, dans un souci de pouvoir gérer la mémoire correctement, vous avez la possibilité d'importer seulement la classe dont vous avez besoin. Sinon, vous pouvez vous en passer de cette déclaration à ce niveau-là. Et chaque fois que vous allez utiliser une classe de ce package-là, vous faites appel au package directement. Alors maintenant, les éléments-là, vous les connaissez déjà. Ce qui est nouveau maintenant pour nous, c'est le fait d'utiliser, bien sûr, les flux de communication entre entrée et sortie. Le file input stream, ici, qui va créer, bien sûr, un fichier. D'accord? Et ce fichier, un file system, mais bien sûr en utilisant un flux. Alors, file input, un flux d'entrée. Donc, on va créer un flux d'entrée pour un file system. Object input stream, vous avez la possibilité ici, bien sûr, via un flux, d'accord, de contrôler les objets en entrée. Donc, on va créer un. D'accord? Et puis, tout à fait à la fin, vous pouvez utiliser le read object pour pouvoir lire l'information à partir de ce fichier-là. Alors, toujours est-il, vous avez la possibilité de les utiliser chaque fois que vous avez besoin d'échanger des informations entre une source et une destination, d'utiliser des flux. Alors, rappelez-vous qu'il y a trois sortes de flux. Encore plus peut-être. Vous avez le flux, bien sûr, des données en entrée et en sortie. Vous avez des flux de caractères. Vous avez les flux des octets et ainsi de suite. Alors tout dépend avec quel flux vous allez travailler. Alors pour chaque flux, vous avez un ensemble de classes qui allait gérer tous ces éléments-là. Alors rappelons-le, vous avez ici un try avec un catch. Alors try, c'est pour la gestion des exceptions. Donc tout notre programme ou notre liste d'instructions a été faite entre un try et un catch. Si jamais vous avez un problème à ce niveau-là, automatiquement, vous allez catcher, c'est-à-dire que vous allez pouvoir récupérer l'information de cet incident-là et vous allez pouvoir ressortir un message d'erreur sans avoir à faire planter votre machine. Alors, notre cours prend fin. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, vous pouvez toujours vous connecter au site de Netuno en cliquant sur le lien Magnetio.